Goedenavond allemaal. Ik wil eerst en vooral de organisatie bedanken dat ze ons uitgenodigd hebben om hier ons verhaal te komen doen over de strijd van Ford en toelevering. Maar dit is zeker niet alleen onze strijd, maar ook de strijd van heel Limburg en gelijk we vanavond al gehoord hebben, Arcelor, Caterpillar en wie weet in de eerstkomende maanden en jaren wie de volgende mogen zijn. Tout d'abord, bonsoir, et je voudrais remercier les initiateurs de ce meeting de nous avoir invités, nous, je n'ai pas seul ici, les représentants de ceux qui mènent toujours la lutte à Ford et parmi les entreprises sous-traitantes, une entreprise qui n'est pas seule, on a parlé tout à l'heure d'ArcelorMittal, de Caterpillar, et probablement dans les prochaines années, il y aura d'autres entreprises qui mèneront une lutte comme chez nous. Goed, maar voordat ik eigenlijk mijn verhaal doe, wil ik eigenlijk dat jullie goed begrijpen wat de situatie op Ford is. Ik ga u een heel klein stukje geschiedenis vertellen. Een dikke 22 jaar geleden ben ik beginnen te werken op Ford en ik heb echt armoede gekend. Ik kom uit een mijnwerkersgezin waar dat de mijnwerker verdwenen was en waar dat ik alleen met mijn moeder nog aanwezig was. Dus ik heb echt wel armoede gekend, maar dan had je geen geld om te studeren. Dan had je twee keuzes in Genk en dan ging je ofwel naar de mijnen toe of je ging naar Ford. Maar op dat moment dat ik bijna gereed was om te gaan werken, sloten de mijnen en had je alleen nog maar keuzes om in Ford te gaan werken. Nu, dit was niet alleen mijn verhaal wat ik hier zeg, maar dit is het verhaal van duizenden arbeiders die in de laatste jaren Ford gepasseerd hebben. Tout d'abord, avant de vous expliquer la lutte chez Ford et chez les sous-traitants, je voudrais quand même faire un petit retour en arrière sur la situation de Ford. Moi, j'ai commencé à travailler chez Ford Genk il y a 22 ans. Il y a 22 ans, on vivait dans une grande misère. La situation était très difficile. Mon père mineur n'était plus là. Ma mère était la seule à pouvoir assurer la survie de notre famille. Et pas d'argent pour étudier il y a 22 ans. Et à ce moment-là, comme beaucoup de jeunes au Limbourg à l'époque, des milliers de jeunes, on avait deux choix. C'était ou aller travailler dans la mine ou travailler chez Ford Genk. Mais au moment où je pouvais aller travailler, en fait, les mines du Limbourg ont fermé. Et je me suis retrouvé à Ford Genk comme des milliers d'autres jeunes. Nu, op Ford Genk, als je daar begon, dan wist je dat je een goed loon had, maar dat je ook werkzekerheid had tot je pensioen. Maar niets was minder waar. Op een zeker moment waren we met meer dan 14.000 werknemers, maar we hadden al 2 herstructureringen gehad de laatste 14 jaar. En wij waren tot 2003, de laatste herstructurering, waar 3000 werknemers van ons het fabriek hebben moeten verlaten, zijn wij overgebleven in die periode met 6000 werknemers. Travailler chez Ford à l'époque, c'était travailler chez Ford jusqu'à sa pension. On avait un emploi garanti et un bon salaire. Ça, c'était l'époque. Depuis lors, en fait, quand j'ai commencé chez Ford, on était 14 000 à travailler dans cette usine automobile. On a connu 2 grandes restructurations. Et la dernière grande restructuration en 2003 nous a laissé avec un total de 6 000 travailleurs. Nu, ondertussen, het laatste wat dat wij nog hadden tot 24 oktober was een werkstelling van 4300 werknemers. Maar ik kan u zeggen, een Ford-werknemer was iets speciaals. Ik wil dit zeker niet uit de hoogte vertellen, maar een Ford-werknemer, je moest wel gek zijn om daar te gaan werken, want dat waren taktijden van 97%. Dat wil voor jullie niet veel zeggen, maar als je weet dat je 40 seconden nodig hebt voor een wagen of je job gedaan te hebben die uitgeteld is, dan wil dat zeggen dat je daar 39 seconden effectief mee bezig bent. Dus een Ford-werknemer was 4 op zijn job. In zijn segment was hij echt wel een van de beste werknemers. Maar een Ford-werknemer wist waar dat hij aan begon. Die wist wanneer dat hij begon en wanneer dat hij gedaan had, dan was dat klokslag 2 uur. Maar daar tegenstaande wisten we dus dat we werkzekerheid hadden tot aan ons pensioen en een goed loon. Le 24 octobre, le jour de l'annonce de la fermeture de Ford Genk, on était encore à peu près 4300 ouvriers à travailler dans l'usine.
Mais, dit-il, travailler chez Ford, être ouvrier chez Ford, c'était aussi et surtout être un peu fou. Parce que les rythmes du travail, l'intensité du travail était telle, et il a donné une explication technique pour cela, je savais que en 1 minute, ils avaient 40 secondes pour construire leur pièce ou mettre une pièce sur la voiture. Sur ces 40 secondes, les 40 secondes, 39 secondes étaient occupées à travailler. Donc toutes les 40 secondes, on travaillait 39 secondes. C'est un indice de l'extrême intensité du travail. Mais l'ouvrière de Ford était fier aussi de son savoir-faire. Il savait que c'était un travail de fou, un travail de dingue, mais il était fier et il savait qu'à la fin de l'équipe, à la fin, à 2 heures, ce travail était fini et il avait un emploi garanti. Nu, als ik u vertel van waar dat we afkwamen en wij nu nog maar 4300 werknemers waren, wil ik u wel even meedelen dat we 2 jaar geleden nog een loonsinlevering hebben gedaan van 12%, wat goedgekeurd is geweest door de vakbonden zonder de arbeiders of de werknemers van Ford Genk te kennen. Daartegenstaande hadden wij op papier gekregen in een CAO, bevestigd door de Europese directie en de werelddirectie, dat we zeker open bleven tot minstens 2020 en dat we de zekerheid hadden van het volledig CD-segment, dat wil zeggen van de grootste wagens wat Ford heeft, dus de Mondeo, Galaxy en S-Max. Il y a 2 ans, on nous a forcés à perdre 12% de notre salaire. Donc, je dis forcé, c'est parce que les travailleurs n'ont jamais été consultés sur cette diminution de 12% de salaire. Ça nous a été imposé par la direction syndicale sans consulter les délégués et les travailleurs. Mais de l'autre côté, comme compensation à la diminution de 12% de salaire, on nous avait promis, juré, écrit, mis noir sur blanc, dans des conventions collectives avec les promesses de la direction européenne et la promesse aussi de la direction mondiale de Ford, une garantie d'emploi jusqu'en 2020. Nu, op 24 oktober viel dan het doek dat men ons duidelijk maakte in de geschiedenis van Ford Genk, denk ik niet dat er ooit een ondernemingsraad is geweest die zo kort duurde als daar. Op welgeteld 2 minuten tijd werd er een briefje afgelezen waar dat men duidelijk maakte dat men Ford Genk ging sluiten. Dus een afscheid ging nemen, niet alleen van de 4300 werknemers van Ford Genk, maar in totaal hou je vast 10.000 werknemers in heel Limburg. En 10.000 werknemers wil dus zeggen Ford Genk, toeleveranciers die rechtstreeks verbonden zijn en dan nog eens toeleveranciers die nog verder gelegen waren. Le 24 octobre, on a assisté, en ce qui concerne Ford au moins, à la réunion du conseil d'entreprise le plus court de notre histoire. La direction est venue et a lu une lettre en 2 minutes annonçant la fermeture de l'entreprise. Comme ça, sans autre explication, sans autre justification. Et quand je dis, comme je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de 4300 emplois, ce sont les 4300 emplois directs, mais en amont et en aval, en tenant compte des emplois indirects, des sous-traitants, on arrive au fait à une formidable hémorragie d'emplois qui s'élève à 10 000 emplois dans la région. Nu, op dat moment, en ik kan u zeggen, stonden wij alleen. En als ik zeg alleen, wil dus zeggen de werknemers van Ford Genk. De vakbonden die 2 jaar daarvoor, en ik ga het heel cru stellen, ons verkocht hadden in plaats voor werkzekerheid in de plaats te krijgen, die stonden daar en keken ernaar. En nu was het ons moment om de verantwoordelijkheid op te nemen. Wij moesten niet alleen de strijd aangaan tegen Ford. Ford die gekend staat om zijn harde stijl. Het is zeker niet de werkgever die een schouderklopje geeft en zegt hoe erg dat het is. Maar al dreigde met lockouts, met sluitingen, een rechter erbij te halen, dwangbevel. Dus ik kan u zeggen, cao's doorbreken is hier in België mogelijk. Maar vooral voor multinationals gelijk Ford. Dus wij moesten in eerste instantie niet alleen tegen Ford vechten, maar we wisten dat we de strijd ook moesten aangaan
tegen de politici die Ford jarenlang, en ik herhaal 10 jaar al vrijstelling hebben gegeven van werkloosheid, van belastingen, sorry. De nationale interesseaftrekken ga ik nog niet noemen. Belastingsverminderingen, noem maar op, subsidies, loonlastenverlaging. Ik denk dat ik u een half uur door kan gaan. Maar wat ik heel erg vond, was dat we ook moesten gaan strijden tegen de vakbonden. De vakbonden die in 2010 ons al verkocht hadden, met die 12% besparingen, en die geen vuist durfden te maken of wilden te maken tegen Ford. Maar dat was niet de enigste strijd, dat was ook naar de werknemers, en ik hoop dat jullie me nu goed gaan begrijpen wat ik nu zeg, die echt gekant waren tegen de vakbonden. Wij moesten geen strijd aangaan tegen de vakbonden. Wij geloven in de vakbonden, maar wij geloofden enkel niet meer een bepaalde leidinggevende die in de vakbond fungeerde. Dus wij moesten op 4 vlakken de strijd aangaan en geloof me, en sorry, nog een 5e punt, en zeker de media. Lors de l'annonce de fermeture, le 24 octobre, au fait, les travailleurs se sentaient seuls. Mais aussi, il y avait une conscience très aiguë que notre moment était venu. Jusqu'au 24 octobre, on a toujours laissé l'initiative à nos organisations syndicales et plutôt à nos dirigeants syndicaux. Et on a dû commencer une bataille sur 5 fronts. Le premier front, c'est en effet contre la direction de Ford. La direction de Ford n'est pas connue pour être une direction humanitaire, celle qui dit c'est grave et elle te frappe sur l'épaule en disant on comprend, etc. Ce n'est pas cette direction-là. C'est une direction qui est capable de déchirer des conventions collectives du travail sans le moindre problème. C'est la direction qui est capable de renier sa parole qu'elle a faite ou donnée publiquement. Le deuxième front, c'était contre tous les hommes et les femmes politiques qui, pendant 10 ans, ont exonéré l'entreprise de toute une série de responsabilités sociales, des impôts. On parlait des intérêts notionnels, on parlait aussi des cotisations patronales. C'est une entreprise qui a été chérie par le monde politique, toujours avec l'espoir qu'ils vont rester et ils vont garantir l'emploi. Le troisième front dans lequel on devait se battre, c'était contre une partie de notre propre direction syndicale. C'est celle-là qui, en 2010, sans nous consulter, nous a imposé une réduction salariale de 12%. Le quatrième front, c'est aussi un sentiment qui existait parmi les travailleurs, qui frisait parfois l'antisyndicalisme. Et lorsque je critique les syndicats ou la direction syndicale, c'est pas par antisyndicalisme. Nous, on a dû se battre et on a réussi à convaincre les travailleurs en disant nous sommes pour le syndicat est à nous, il n'y a personne d'autre. Et le cinquième front, c'est celui des médias, les moyens qu'on connaît, journaux, télévision, radio, qui nous ont méprisés pendant toute cette lutte. Nee, het was dus duidelijk dat staken er niet in zat voor de vakbonden. Maar we hebben meteen dat bedrijf hermetisch afgesloten. We hadden dadelijk onder druk van de werknemers duidelijk gemaakt van hier gaat geen ene afgewerkte wagen naar buiten. Geen enkel afgewerkt persdeel gaat naar buiten, want we maken ook persdelen voor andere Ford-vestigingen en voor Volvo. Dus dit was al meteen duidelijk gemaakt. Maar wij hadden arbeiderswerkingsgroepen. Dit waren jongens, en dan kijk ik vooral naar de rol van PvdA, wat ons daar enorm in heeft gesteund. Maar die jongens, die waren niet alleen van Ford. Dus als ik spreek over Ford, spreek ik mede over de toeleveranciers. Ik weiger daar een weg tussen te slaan tussen Ford en toeleveranciers. Voor ons zijn dat jongens die dezelfde, en jongens en vooral vrouwen, want daar ga ik het zelfs over hebben, die hetzelfde product maken, maar zij hebben dat jarenlang moeten doen aan veel minder loon. Dus zij zijn minstens zo getroffen als ons. Notre première réaction à l'usine, c'était de sceller le parking. En fait, sur le parking se trouvaient
les voitures, notre butin de guerre, et aussi d'assurer que les pièces de rechange que nous assemblions pour 12 entreprises restaient dans l'usine. Deuxième chose, au fait, c'est qu'on a activé des réseaux qui existaient parmi les ouvriers de Ford et les sous-traitants. Là-dedans, il doit aussi dire, on a été aidés par le Parti du travail de Belgique. Mais aussi, il est très important, et je refuse d'accepter qu'on parle d'une différence entre les ouvriers de Ford et les ouvriers des sous-traitants, entre les gars de Ford et les gars des sous-traitants. Et quand il dit gars, il se corrige, il dit, au fait, c'est pas tellement des gars, c'est surtout des femmes qui travaillaient chez les sous-traitants, il en dira quelque chose tout à l'heure, qui pendant des années ont été obligés d'accepter de travailler avec des salaires moindres que ceux ou celles qui travaillaient chez Ford. Nu, één ding is was duidelijk, en daar stonden wij ook achter, Ford heeft auto's nodig. Dus wat Ford echt pijn zou doen, waren niet alleen de auto's die op een parking zouden staan, want die zouden ze toch ooit gaan krijgen, maar elke niet geproduceerde auto was er een die ze niet konden verkopen. Dit is waar dat uiteindelijk een multinational als Ford hun winst uithaalt. En Ford kon niet zomaar een lockout toepassen. Dus Ford heeft er dikwijls mee gedreigd om duidelijk te maken tegen ons van als jullie blijven staken gaan wij een lockout. Nu, jullie mogen dat doen, maar wij zijn de enige wat het CD-segment maken. Jij kunt die wagen nergens anders maken en dat was ook ons sterkte. Plus de winstcijfers van Ford, die spraken voor zich. Als ik u zeg van een winst, een netto winst van 6,6 miljard per achter elkaar van de Ford groep. Ford heeft wereldwijd nooit zoveel miljarden winst gemaakt gelijk ze de laatste jaren doen. We hadden een werkzekerheid tot 2020 en dan vonden wij, en dat was ons eisenpakket en wij staan er nog achter, moet Ford maar betalen tot 2020. Ford, Genk, malgré l'annonce de la fermeture de son site au Limbourg, a toujours besoin de produire des voitures. Alors nous ne sommes pas limités à garder ce butin de guerre de 7000 voitures sur le parking, et on savait aussi très bien que chaque voiture non produite à Genk était une voiture qui n'était pas vendue. Et sur notre site, à Ford Genk, nous produisons trois modèles de voitures pour lesquels il existe encore une grande demande et nous sommes les seuls à produire ces voitures-là à Ford Genk. D'ailleurs, quand on parle de bénéfices, Ford fait encore d'énormes bénéfices. En fait, ils ont rarement fait autant de bénéfices. 2 ans consécutifs, Ford a fait 6,6 milliards de bénéfices. Et donc, quand Ford avait signé le contrat pour nous d'une garantie d'emploi jusqu'en 2020, nous, on veut et on reste autour de cette revendication, c'est qu'on veut de l'emploi ou être payé jusqu'en 2020. Nu, wat hebben we onder druk van onze groepen op Ford? En we moeten eerlijk zijn, wij hebben niet staan schieten op de vakbond, wat ik net zei. Maar we hebben geprobeerd de vakbonden in een richting te duwen wat wij vonden wat dat ze naartoe moesten gaan. Dus één, wat dat we al meteen zeiden, want Ford is natuurlijk een multinational die heel ongeloofwaardig is. Die al meteen duidelijk maakt van, dat hij geen één contract nakomt. Hebben wij meteen onder druk van ons naar de 5 vakbonden gegaan. Hebben we duidelijk gemaakt van kijk, we willen een gemeenschappelijk advocatenkantoor hebben. Die natuurlijk hetgeen wat dat Ford ons beloofd had tot 2020 hier te blijven. Dus die CAO dat die ook nageleefd moest worden. Dus wij hadden ook eerlijk gezegd geen vertrouwen meer in de advocaten of de woordvoerders binnen de vakbonden. Maar wij vonden dat het los stond van politieke kleuren. Maar wij vonden dat hier duidelijk een advocatenkantoor moest geraadpleegd worden. Unaniem. En waar dat zeker anoniem, niet gestuurd van politieke hoek. Die het alleen voor ons zou opkomen. En duidelijk maakte waar dat Ford zijn plichten waren. Nous n'avons pas commencé à tirer sur les syndicats. En fait, nous avons essayé de travailler via notre réseau de militants et délégués pour s'assurer que les organisations syndicales prennent une direction, agissent de la façon laquelle nous le voulions. Premièrement, il y a cette convention collective, cette garantie d'emploi jusqu'en 2020. Nous avons demandé
aux 5 syndicats de prendre un bureau d'avocat, mais un bureau d'avocat indépendant. Pas un bureau d'avocat lié à un parti ou un seul syndicat, un bureau d'avocat indépendant, pour qu'ils introduisent une affaire devant les tribunaux pour non-respect de la convention collective. Nu, we hebben zo verschillende acties gedaan. Ik ga daar niet echt diep op ingaan, maar uiteindelijk zijn wij, omdat de Europese directie ons het niet kenbaar wou geven, wanneer de sluiting ging zijn wij gewoon naar Keulen gegaan. Dus wij zijn naar het Europees hoofdkwartier van Ford gegaan, waar de Europese ondernemingsraad aan de gang was. En daar hebben wij duidelijk gemaakt wat onze eisen waren. Nu, ik kan u zeggen, wij zijn Duitsland binnengevallen. Die Duitsers waren dat niet gewend, geloof me vrij. Die hebben dat niet meer gezien van in de Tweede Wereldoorlog. Nu, zij zijn ooit ons land binnengevallen, maar ze vonden het niet fijn dat wij met 250 man daar binnen waren gevallen. We hebben een politiemacht daar tegengekomen waar je van achterover valt. Nu, dit zijn enkele dingen wat ik u nu heel snel ga overlopen, want ik zie dat mijn tijd redelijk kort is. De vakbonden hadden dan ook het akkoord, dus er was ook een referendum gekomen die er nooit had mogen zijn. Wat dat Ford de bemiddelaar van de overheid had binnengehaald, om toch maar een gelijk te halen. Dus ze zijn van 24 oktober tot op heden, hebben ze van alles gedaan om die stakingen te breken. Zowel bij toeleveranciers als Ford. Dus ze hebben daar deurwaarders, referendums aangehaald, waar dat de vakbond mee akkoord waren, noem maar op allemaal. Nu, wij hebben tot op heden, hebben we alles kunnen verwerpen. Dus de meerderheid, er was een lichte meerderheid, wat de referendum had goedgekeurd om de wagens te laten vertrekken, om 1000 wagens per dag te laten maken. Al die dingen hebben wij via onze strijd allemaal aan de kant geduwd of kunnen overwinnen. Maar ook de 21 februari, die betoging, de vakbonden riepen niet op om daar naartoe te gaan en weigerden er naartoe te gaan. Wij hebben contact opgenomen met onze vrienden van ArcelorMittal en we hebben samen, en ik herhaal samen, van voor de kop van de betoging genomen, geen politieke oorlog, geen strijd van welke kleur daar ook maar van voor mag lopen. Wij waren in zwart, wij geloofden in de vakbond, maar dit was duidelijk te maken, dit was de kleur van rouw, want wij waren in hetzelfde straatje terechtgekomen, wij zijn allemaal werkloos. Dus dit was een van de acties. Comme la direction européenne ne nous donnait pas de réponse à une question sur la garantie d'emploi, nous avions décidé à 250 ouvriers d'aller dire bonjour à la direction européenne à Cologne, qui se trouve en Allemagne. Et je peux vous dire que la police allemande ou les Allemands ont rarement vu quelque chose comme il dit, l'envahissement de l'Allemagne par 250 ouvriers en colère. Il dit ça date probablement depuis la Seconde Guerre mondiale qu'ils n'ont pas connu quelque chose de ce type-là. Et la police nous a traités de façon extrêmement brutale comme des véritables criminels. Mais depuis lors, en fait, il passe en revue très brièvement et rapidement les différentes formes d'action que la direction a essayé d'utiliser pour casser la résistance des travailleurs. Il y a une tentative de référendum qui était malheureusement acceptée par les permanents syndicaux où les ouvriers ont demandé aux ouvriers de produire 1000 voitures par jour pendant 40 jours. Ce référendum a eu une courte majorité de 53%, mais cet accord-là n'a jamais pu être mis en pratique parce que les ouvriers n'ont jamais produit leurs 1000 voitures par jour. Jamais. C'est impossible. Il y avait une résistance très forte dans les chaînes de production. Il y a eu les sous-traitants qui sont partis en grève aussi pendant 10 jours. Les sous-traitants ont dû faire face à la police, à la haine des médias, aux juges, aux astreintes qui ont été utilisées contre les grévistes chez les sous-traitants. Mais jamais ils ont réussi en fait à casser notre résistance. Même le 21 février, quand il y a eu cette manifestation à Bruxelles, nos propres permanents syndicaux n'étaient pas chauds du tout à nous faire participer à cette manifestation. En fait, ils ne voulaient pas qu'on participe à cette manifestation. Et on a pris l'initiative nous-mêmes de mobiliser les travailleurs, de mobiliser les délégués, de mobiliser les militants. On a pris contact, les camarades d'Arcelor Liège, et on a décidé de prendre la tête du cortège. Mais pas dans une perspective de lutte entre différentes couleurs
rouge, vert, bleu pour prendre la tête de la manif. Et on a décidé de venir tous en noir. Noir comme couleur du deuil. Dans le sens, nous sommes tous des chômeurs en nous sommes tous des chômeurs potentiels. Nu, wat ik nog even wil zeggen voor af te sluiten, en ik denk dat ik die boodschap wil meegeven aan jullie allemaal. De strijd, en nu heb ik, de tijd is redelijk kort, want ik heb nog een tekst voor 1,5 uur normaal. Nee, maar het is voor mij heel belangrijk, de strijd gaat verder. Iedereen heeft opnieuw al gehoord dat wij bijna een akkoord hebben. Nu, daar moet nog over gestemd worden, maar wij hebben angst met onze groepen dat dit goedgekeurd gaat worden, want ze hebben de mensen heel angstig gemaakt. Dat ze zeggen, dit is ons maximum, meer willen we u niet geven en anders stoppen we het bedrijf nu. Nu, dit zijn dreigementen van een multinational, dat weten we allemaal. Maar wat ik nogmaals duidelijk wil zeggen, en dit mag niet ophouden naar Ford. Want dit gaat de strijd zijn die we samen moeten gaan doen. Waarom? Wij eisen de wet Ford, of de wet Arcelor, of de wet Caterpillar, hoe dat het, als de wet maar een naam heeft. Dat wij vragen naar de overheid, want die hebben we nog nergens gezien met al die sluitingen, dat multinationals die wereldwijd winst maken, alle subsidies, loonlastenverlagingen, belastingen, misbruik, notionele aftrek, alles meteen terugbetalen en een fikse boete daarbovenop. Het moeilijker maken om zomaar te sluiten, een sluiting aanvechten via de rechtbank, gelijk heel veel andere landen het ook aandoen. Want hier in België krijg je zo'n boekje van VOCA, als je bedrijf wilt sluiten, als je je daaraan houdt en die richtlijnen, gaat je geen probleem hebben met de vakbonden en geen problemen met de overheid. En 3, wat heel belangrijk is voor ons, multinationals die werken met toeleverings- of onderaannemingen in een omtrek die rechtstreeks en bijna of uitsluitend werken of produceren voor deze firma, eveneens automatisch terug te nemen in een sociaal akkoord. Maar ik heb nog 1 boodschap wat we Europees moeten gaan aanvechten. Ik denk dat we bezig zijn al jaren voor een verenigd Europa. Dat verenigd Europa is gewoon een economisch Europa. En op sociaal Europa staan we nog mijlen ver. En daarom vragen we, en dan moeten we drukken in heel Europa, en dan kijk ik naar mijn collega's vanuit Italië, Griekenland, Spanje, Duitsland, noem maar op. Als je Europese multinationals hebt die in verschillende Europese landen vestigingen hebben zitten en ze hebben een overproductie of ze willen het bedrijf sluiten, dat men deze bedrijven verplicht in gelijkheid te stellen en een herverdeling te maken van hun productiecijfers. Bedankt. Donc Gabi a encore de la matière pour parler pendant 1h30, son discours d'1h30, mais il a mis ses freins. Essentiellement, je crois, vous avez entendu qu'il y aurait un accord qui est soumis maintenant dans les prochains jours aux travailleurs de Ford. On a peur que cet accord soit accepté par les travailleurs, surtout parce que la multinationale Ford menace tout simplement. Si cet accord-là n'est pas approuvé, nous on met tout de suite la clé sous le paillasson. Et il est possible dans ces conditions-là, les travailleurs acceptent cet accord-là. Mais la lutte n'est pas finie. Ne croyez pas que c'est la fin de la lutte chez Ford. Mais je voudrais conclure sur 3 ou 4 points, des propositions. 1. On parle d'une loi Renault, mais au fait, nous, on est pour une loi Ford ou une loi Arcelor, appelez-la comme vous voulez. Mais une loi qui doit dire clairement des multinationales qui font d'énormes bénéfices et qui licencient et qui ferment et qui ont reçu pendant des années des exonérations, qui ont eu des cadeaux fiscaux, etc., doivent pouvoir être obligés de rembourser tout de suite aux autorités publiques, même avec une amende. Aussi demander c'est de rendre beaucoup plus difficile la fermeture d'usines. En Belgique, il est très facile de fermer des entreprises. D'ailleurs, VOCA, le patronat flamand, a un petit livre qui est un manuel au fait de fermeture d'usines. Comment faire pour éviter des ennuis avec les syndicats et avec le gouvernement et les autorités publiques. Et si une entreprise suit ces règles, ils sont très simples, il n'y a pas le moindre problème
en Belgique pour fermer une entreprise. C'est une des choses les plus faciles qui existent en Belgique. Troisième chose, et il se dirige aussi spécifiquement à ses collègues, ou ses camarades européens, Italie, Espagne, Grèce, c'est que si dans un pays, une multinationale en Europe, décide de fermer une usine ou de réduire la production, la capacité de production, nous, on doit se mettre d'accord pour pouvoir obliger le patron de répartir la production sur tous les sites en Europe et d'agir en commun, en solidarité, pour défendre tous les emplois. Et en quatrième lieu, on parle beaucoup de l'Europe, mais en fait c'est une Europe économique. L'Europe sociale, comme nous on la veut, elle n'existe pas. Et je crois que c'est quelque chose de très important de pouvoir mener cette lutte au niveau européen et d'aller en avant, de dire pas séparément pays par pays, mais vraiment à l'échelle européenne. Voilà, merci.